Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire une petite haie d'honneur car nous allons parler d'HeroQuest. HeroQuest? HeroQuest? Bref, HeroQuest, c'est un peu comme le Cluedo, hein, tu choisis ton école de prononciation. HeroQuest, c'est quoi? C'est vraiment la Madeleine de Proust, voilà, des gosses que nous étions, nous, dans les années 80-90. Et puis, c'est vraiment, moi je le disais dans la vidéo Top 50, là, sur les jeux pratiqués pendant mon adolescence, les jeux les plus pratiqués pendant mon adolescence, ben, c'est le Zelda du jeu de plateau, quoi, hein. C'est ce qui a posé les bases, si vous voulez, du dungeon crawling, de la démocratisation du jeu de rôle comme ça sur plateau pour toute une génération. Donc HeroQuest, c'est mécaniquement parlant du classique porte monstre trésor, hein, c'est-à-dire qu'on va se balader comme ça dans un donjon et puis on va ouvrir des portes, on va trouver des monstres, on va leur taper dessus et puis on va récupérer des trésors en fouillant les pièces, les meubles qui sont sur le plateau de jeu. C'est un jeu qui est très simple d'accès et pour cause, hein, il était là pour démocratiser de toute façon le jeu de rôle sur plateau auprès du grand public, et par grand public j'entends également les enfants, hein. Alors c'est vrai qu'il y a marqué à partir de 12 ans sur la boîte de jeu, mais en réalité, sincèrement, même à partir de 7 ans, un gamin, il peut jouer le barbare, hein, sans aucun problème. Ma fille le joue depuis qu'elle a 6 ans. Donc, HeroQuest, c'était un jeu, on l'a compris, très accessible, mais qui nous permettait vraiment de nous évader, de vivre des aventures fantastiques. Et là, je parle au passé, mais en réalité, je sais qu'il y a encore de nombreuses personnes qui pratiquent HeroQuest. Alors moi, c'est mon cas avec mes enfants, mais je sais qu'il y a une communauté encore qui vit autour de ce jeu, qui rajoute des règles, des équipements, qui crée des quêtes, etc. Je parlais l'autre jour, alors je vais lui rendre hommage en même temps au passage, au premier tipeur de la chaîne, voilà, allez faire un tour sur la page Tipeee si ça vous tente, mais voilà, le premier tipeur de la chaîne qui s'appelle Adèle me disait que donc sa copine Océane, voilà, je vous salue tous les deux, était encore sur une partie de HeroQuest avec son père depuis 20 ans, voilà, donc il y a des gens qui sont encore à fond sur HeroQuest, et sincèrement, personnellement, je les comprends. C'est un jeu qui, à l'époque, si vous voulez, quand il débarque dans les magasins, est extrêmement novateur, c'est-à-dire que tu peux acheter là, au supermarché, un jeu de rôle plateau, accessible pour tous, avec du super matos à l'intérieur, avec de belles figurines, des jolis meubles, vous allez le voir en 3D, avec des portes, etc. Avec de l'équipement, des armes, des monstres, et tu vas vivre de super aventures. Alors, je pense qu'il coûtait un petit peu cher à l'époque, hein, mais de toute manière, voilà, c'est du jeu de figurines, donc oui, c'est assez élevé en termes de prix. Donc voilà, t'étais pas obligé de te déplacer en fait dans un point de vente spécialisé pour acheter du gros jeu avec de la grosse règle et tout, et te taper un gros livret de règles de ouf. Ben là, HeroQuest, t'avais tout clé en main, quoi. D'ailleurs, rappelez-vous, les pubs à l'époque étaient somptueuses. HeroQuest déchaîne les forces du mal, utilise la magie et trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même. Voilà, ça je pense que ça donnait envie à n'importe quel gamin à l'époque, hein. Vous allez jouer un barbare, un nain, un elfe, un enchanteur, et puis vous allez trancher de l'orque, vous allez courir après des lutins dans les couloirs, bref, vous allez vivre de sacrées aventures. HeroQuest est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans, et des durées de partie qui ne sont pas mentionnées sur la boîte, mais bon, une quête d'HeroQuest, c'est 45 minutes, 1 heure, voilà, et si vous partez évidemment dans une campagne, eh ben ça peut durer des mois, voire des années. Installez-vous confortablement, revêtez votre casque à cordes, votre petit slip à fourrure. Pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, HeroQuest est enfin installé. Alors déjà,
visuellement c'est une méga claque, surtout si tu te recontextualises dans les années 80-90. Alors tout d'abord la boîte, hein, magnifique, un chef-d'œuvre à elle seule. Non mais regardez-moi ça là, ces couleurs, ces détails, ces effets d'ombre, de lumière. Il y a des orques, des momies, des squelettes, on voit le nain, on voit l'elfe. Le barbare est magnifique, hein. Tout le monde se souvient de cette boîte, hein. Ça a vraiment marqué les esprits, je pense. D'ailleurs, depuis, je pense à quelque chose là, mais il y a eu un jeu qui s'appelle OrcQuest, hein, qui s'inspire du design de cette boîte. Alors, je sais pas du tout ce que vaut ce jeu, hein, mais marketingment parlant, si tu veux, c'est vraiment pour faire vibrer la grosse Madeleine de Proust que représente HeroQuest dans l'esprit des gens et vendre des boîtes de OrcQuest, quoi. En elle-même, déjà, cette boîte valait l'achat, si vous voulez, du jeu. C'est une œuvre d'art, hein, avec ce barbare qui fait penser à Conan, là. Et alors nous, voyez, en plus, nous avions la nouvelle édition qui contenait donc des figurines supplémentaires, celles de la Compagnie de l'Ombre, qui sont de mauvais humains, et des quêtes en plus. Mais même la police d'HeroQuest, hein, c'est devenu une référence geek, hein. J'en parlais dans, c'était quoi? C'était la vidéo sur les 4 jeux de l'édition de la collection Roll and Write. Eh ben, il y avait un jeu dedans qui était Dice Quest, voilà, ils avaient repris exactement la police d'HeroQuest, donc voilà. Dans l'imaginaire collectif, HeroQuest est très présent. Alors bon, la boîte c'est une chose, hein, et puis après, bon voilà, on est gosse, on ouvre ça, et alors je vous garantis que on n'est pas déçu, quoi. Les éléments de jeu et le plateau sont vraiment bien léchés, hein, c'est détaillé, tout est cohérent, l'univers d'HeroQuest est là, à portée de main, prêt à être vécu. Alors visuellement, ce jeu est une réussite, hein, rares sont ceux à mon avis qui pouvait prétendre à un tel degré de perfection à l'époque de sa sortie, hein. Même aujourd'hui d'ailleurs, pour moi, HeroQuest reste une référence. Alors, ces éléments de jeu, quels sont-ils? Eh bien, on va le voir de suite. Alors d'abord, évidemment, dans HeroQuest, vous pouvez incarner différents rôles de héros. Donc là, c'est le barbare le plus brave des guerriers. Méfiez-vous toutefois des choses de la magie, car votre épée ne vous est d'aucun secours contre elle. Alors le barbare, on constate qu'il attaque avec 3D, donc ça veut dire que c'est le héros le plus puissamment armé de la troupe. Il se défend avec 2, il se déplace avec 2 dés ordinaires, mais ça comme tous les autres héros de la quête. Et il a 2 points d'esprit. Alors les points d'esprit dans HeroQuest, c'est ce qui vous permet d'utiliser la magie. Donc autant vous dire que le barbare, il n'en utilisera jamais, et il a 8 points de corps, donc c'est le tank du groupe, hein, voilà, c'est le plus costaud. Ensuite, nous avons le nain, alors qui attaque avec 2, donc un petit peu moins que le barbare, qui défend avec 2, qui se déplace avec 2 dés, qui a 4 points d'esprit, donc lui non plus il va pas faire de magie, qui a 6 points de corps, et qui a le pouvoir de détecter, de désamorcer les pièges du donjon. Et alors le nain, c'est un peu une déception dans ce jeu. Moi je le prenais à chaque fois quand j'étais joueur. Bon, je jouais peu en tant que joueur en fait à HeroQuest, j'étais surtout à la masterisation, mais quand je jouais le nain, et c'est un personnage un petit peu décevant tout simplement parce que par rapport à l'elfe, on va le voir tout à l'heure, eh ben il a des caractéristiques à peu près similaires, sauf que lui, voilà, la différence c'est qu'il peut détecter des pièges. Bon, voilà, les pièges on tombe pas non plus dessus à toutes les cases dans HeroQuest, heureusement, mais en plus de ça, l'elfe lui, il avait des pouvoirs magiques, ce que n'a pas le nain, donc au final, je trouve que le nain, il est pas très équilibré, il est un petit peu faiblard par rapport au reste des héros de la troupe. Et alors, je pense que pour le rééquilibrer, il y avait une solution, ben, c'était de le rendre plus résistant, c'est-à-dire qu'en défense, fallait lui donner 3 dés de défense, et puis voilà. Bon, l'elfe, lui, du coup, ben, il attaque avec 2, il défend avec 2, il se déplace avec 2, donc comme le nain, hein, vous l'avez vu. Il a 4 points d'esprit, donc ça veut dire qu'il va pouvoir utiliser jusqu'à 3 sortilèges. Et ça tombe bien, puisque des sortilèges, de toute façon, il en a que 3 dans son jeu. Et il a 6 points de corps. Alors, le dernier de la troupe, c'est l'enchanteur qui n'ira pas sur la première ligne de front, hein, puisque vous le savez, voilà, cet archétype de combattant, voilà, est très faible en attaque, hein, voilà, il a un dé de combat, en défense, il a quand même 2 dés de combat, en déplacement 2 dés, esprit, il a 6 points, donc lui, il va pouvoir, justement, c'est son rôle, envoyer un max de sortilèges dans la face des méchants, ou pour soigner ses amis, et puis il a 4 points de corps, donc il est très faiblard. Alors, concernant, justement, les sortilèges, eh bien, on se les partage entre l'enchanteur et l'elfe en début de partie ou de campagne. Et donc on a 4 familles de sortilèges qui sont chacune d'elles liées à un élément. Donc on va avoir les sortilèges d'air que là, l'elfe en l'occurrence s'est approprié. Donc dans chaque famille de sortilèges élémentaires, eh bien nous allons avoir 3 sortilèges. Et là on le voit, donc dans la famille de l'air choisie par l'elfe, eh bien on va avoir voilà de la tempête, du vent vif, du djinn. Alors la tempête ça enveloppe des monstres, je sais plus trop ce que ça fait là de mémoire. Le vent vif ça vous permet d'aller plus vite, le djinn ça permet d'attaquer des monstres de manière assez puissante. Et alors l'enchanteur, lui, il a choisi les sortilèges de eau, les sortilèges de terre et les sortilèges de feu. Je vous laisse vraiment admirer les illustrations de ces cartes qui sont
Mais pour moi, c'est magnifique, vraiment, quand je me souviens, quand on a découvert ces designs-là, quand on était gosse. Après, je dis ça peut-être, si vous êtes un peu plus jeune, ben, peut-être ça vous cause un petit peu moins, voilà, ces designs un petit peu old school, je peux le comprendre. Mais je vous assure qu'en tout cas, pour des gens de ma génération, c'est vraiment quelque chose qui fait écho. Donc si on s'attarde un petit peu sur les sortilèges de l'enchanteur, eh ben qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir par exemple le feu du courroux, là, les sortilèges de feu sont redoutables dans ce jeu. Le feu du courroux qui permet d'exploser des monstres à distance sur le plateau de jeu, la boule de feu qui est fantastique aussi, le courage, au travers de la pierre qui permet, alors ça c'est des sortilèges de terre qui permet de passer au travers des murs, la guérison corporelle, voilà, qui permet de soigner ses amis quand on n'a pas de potion sous la main, ou qui permet de se soigner soi-même d'ailleurs, le voile de brume qui permet de s'échapper aux yeux des monstres, l'eau de guérison qui là aussi fait effet de potion magique, de potion de soin, et le sommeil qui permet d'endormir les monstres. Donc bien entendu, chacun de ces personnages dispose de sa figurine. Donc le barbare, on le voit là avec sa grande épée. Alors malheureusement chez moi, cette épée là elle a souffert, voilà, elle a été coupée à une époque, et donc il a fallu que je la recolle plus ou moins bien. On voit ici mon ami le nain, hein, voilà, qui n'a pas l'air de rigoler, on dirait qu'il dit bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Vraiment cette figurine est très belle, hein. Moi je trouve avec les petits entrelacs là sur la hache, c'est la côte de maille, la barbe et tout, vraiment il a son petit air renfrogné, il est très beau. Nous avons bien entendu l'elfe, avec sa longue chevelure, il est très beau lui aussi, hein, avec ses petites sacoches et tout là, son épée, il est prêt à se battre. Nous avons aussi l'enchanteur, prêt à lancer un sort là avec sa main en l'air, la cape flottant au vent, vraiment, je vous l'ai dit, hein, mais... en termes de matériel pour l'époque, c'était du très haut de gamme. Il faut savoir que c'était des figurines Citadel, hein, donc derrière c'est Game Workshop, etc., les mêmes que pour Warhammer. Donc voilà, ça partait pas de nulle part le truc. Il y avait vraiment de la part de MB une volonté de fournir quelque chose de très qualitatif. Et alors ces figurines de héros, qu'est-ce qu'elles vont faire au fil du jeu? Eh bien elles vont rencontrer des figurines de monstres, qui sont bien entendu gérées par le maître du jeu. Et donc les monstres, je vais vous les présenter un par un, là, vous voyez, nous avons déjà le gang des peaux vertes. Alors dedans, il y a des lutins, il y a des orques, il y a des fimires. Alors les fimires, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais déjà, regardons un petit peu le design des lutins. Et alors il faut savoir une chose, c'est que là, je vous montre un lutin, mais en réalité, ils se ressemblent pas tous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des armes différentes en fonction du lutin que l'on met sur le plateau. Il y a des haches, il y a des épées. Si je prends les orques, par exemple, ben là, on en a un qui a je crois que ça s'appelle un fléau, là, hein, la grosse boule avec les piquants. Voilà, qui est très beau, hein, déjà, de base. Vous voyez, en plus, putain, c'est massif, hein, vraiment. Regardez un petit peu ce menton, là, avec les dents qui ressortent, la tête de mort à la ceinture, la côte de maille et tout, c'est vraiment... c'est super bien fait. Mais voyez, je peux vous montrer, par exemple, notre type d'orque, voilà, avec un sabre, avec un trou à l'intérieur, un sabre usé. Et donc voilà, on peut les distinguer comme ça avec différents types d'armes. Comme ça, au lieu de dire ben je tape sur l'orque à côté de moi, ben on dit je tape sur l'orque au hachoir par exemple, ou au sabre. Regardez le hachoir là, et vraiment, ça c'est le genre d'arme en plus qui fait plaisir dans ce genre de jeu. On dirait que l'orque là, il a pris la première arme qui était à portée de main sur la table. Et donc du coup, je vous parlais des fimires. Alors les fimires, voilà, ce sont des créatures cyclopéennes, assez costauds, voilà, avec une longue queue massue, avec une double hache. Eux, ils ont toujours la même arme par contre. Et donc là, je vous les ai présentés par ordre de puissance, hein. Les lutins, c'est les plus faibles, puis les orques, puis les fimires. Nous avons aussi tout ce qui est famille de morts-vivants, à commencer donc par les squelettes avec leurs grandes faux. Moi je les trouvais très classe, hein, ces figurines-là. On sent qu'il y a une volonté de nuire là, hein, chez ce squelette. Hein. Je suis désolé de m'extasier comme ça encore sur ces figurines-là, mais putain, ça fait son effet quoi. Hein. Les zombies derrière avec leur grand hachoir, leur grand coupe-viande là. Mais d'ailleurs, rappelez-vous, les zombies sur la boîte de jeu, ils sont magnifiques aussi parce qu'ils sont en train de regarder là l'enchanteur jeter son sort comme de gros débiles, ils comprennent pas ce qui se passe. Bon, et là on a la momie. Alors la momie en général, quand elle apparaissait, eh ben ça faisait peur, parce que elle était assez puissante, voilà. Et là, maintenant, je vais vous présenter la famille du chaos, ou du chaos, hein, voilà, ça dépend des écoles, toujours. Donc, ici, on a un guerrier du chaos, voilà, qui est très costaud, voilà, dans son armure. Ça aussi, quand ça apparaît sur le plateau de jeu, on balise un peu. On a ici une des icônes du jeu, la fameuse gargouille qui est un exemplaire unique dans cette boîte. Et malheureusement, la mienne, elle a un peu souffert, hein. Voilà, elle a perdu les cornes latérales qu'il y avait sur le côté du casque. Vous voyez, derrière, les ailes ont été abîmées aussi, elles ont été cassées, donc j'ai recollé comme j'ai pu, bon voilà. Vous remarquerez que du coup, je ne peins pas mes figurines, hein. J'ai pas le temps pour ça. Je suis vraiment désolé. Bon, en plus, ça me dérange pas tant que ça, mais je vous montrerai tout à l'heure quelques figurines peintes. Mais waouh, c'est toujours aussi efficace, hein, vraiment. Avec cette grande gueule ouverte là. Alors dans certaines quêtes, je me rappelle la gargouille, elle ne bougeait pas, voilà, c'était un personnage de pierre, et puis si on marchait sur une certaine dalle ou si on ouvrait une certaine porte, eh ben elle se déclenchait, et donc
On redoutait ce moment où on allait la déclencher à chaque fois, c'était fantastique. Alors là, on a le Seigneur Sorcier. Le Seigneur Sorcier, alors lui, ça représente en fait soit le Big Boss final, soit certains de ses lieutenants, voilà, qui lancent des sorts. Donc là aussi, en général, quand on tombe sur ce genre de monstre, eh ben, on a un petit peu les chocottes. Parce que si la plupart des monstres, d'ailleurs, ont un seul point de vie et se tuent assez facilement, eh ben, il y a certains monstres, évidemment, certains boss qui ont beaucoup plus de points de vie. Et donc, en général, c'est le cas de ces figurines-là. Hein, ça peut être le cas des gargouilles aussi. Alors, je vous parlais de figurines peintes, regardez un petit peu ce que ça donne lorsque c'est peint. Ça, c'est des figurines que j'ai récupérées, ou non, c'est pas moi qui les ai récupérées d'ailleurs, c'est certainement un de mes frères ou sœurs. Et donc oui, quand on prend le temps, hein, c'est sûr que ça a une autre gueule, hein, de suite. C'est vraiment bien foutu, voilà, donc... Voilà, je tenais à vous présenter quand même les figurines dans leur état d'origine avant de vous montrer ça, mais c'est vrai que c'est très beau, hein. Regardez ce Fimir là, putain, c'est vraiment magnifique. Alors en un sens, je vous dis, moi ça me dérange pas que mes figurines soient pas peintes, mais voilà, j'apprécie évidemment le travail de ceux qui font ça, et ça ne m'empêche pas de m'extasier dessus, hein, y a pas de souci. Alors je voulais vous montrer également d'autres figurines, voilà, qui étaient dans la boîte de base pour nous, puisque je vous l'ai dit, c'était la nouvelle édition avec des figurines supplémentaires, la Compagnie de l'Ombre. Et donc là, on va voir, eh ben, il y a des fines lames, voilà, avec leurs grosses épées, il y a des arbalétriers qui peuvent tirer de loin, du coup, il y a, ça c'était des, je crois que ça s'appelait des écuyers, non, je sais plus ce que c'était ça. Et alors, la petite originalité de cette fine équipe, là, 13 figurines supplémentaires quand même dans cette boîte spéciale, édition spéciale, eh ben, c'est que on peut enlever les armes des mains des figurines, pour pouvoir les remplacer par d'autres équipements. Là par exemple, voilà, hop, je peux le transformer par exemple en hallebardier, voilà. Et donc, en fonction de l'arme que le personnage a dans sa main, et bien entendu, ses caractéristiques de combat ne sont pas les mêmes. Donc alors après, dans ce que gère également le maître du jeu, il y a les meubles, puisque, bien entendu, hein, ce plateau de jeu, nous allons, au fur et à mesure, nous balader dedans, donc il va y avoir des portes, et puis, derrière les portes, il va y avoir des salles avec, bien entendu, des monstres, mais également aussi des meubles que l'on va pouvoir fouiller à la recherche de trésors, à la recherche d'artefacts. C'est vraiment un des points forts de ce jeu, c'est vraiment très beau, voilà, regardez la bibliothèque par exemple. Alors c'est un mélange du coup de plastique et de carton, ce qui fait que du coup là on n'a même pas besoin de les peindre en fait, tout est prêt déjà de base. On a déjà voilà l'illustration, hein, de la bibliothèque, donc c'est parfait, moi je trouve que c'est très beau, on voit même l'étoile d'araignée et tout, voilà sur la bibliothèque on voit qu'il y a un rat, on voit qu'il y a une tête de mort, bref. C'est très immersif, voilà, HeroQuest, c'était ça, hein, t'étais dedans, quoi, vraiment, tu le vivais, le truc. C'était mieux qu'un jeu vidéo, quoi, c'est, pour le coup, là, t'as de la vraie 3D, quoi. J'ai envie de te dire que, voilà, c'est le Zelda du jeu de société, mais même Zelda, il pouvait pas lutter, quoi. Zelda, ouais, tu voyais les trucs sur ton écran, mais là, t'imagines, tu pouvais dire, ah, regarde, il y a la bibliothèque qui arrive, etc., tu peux la toucher et tout, ça n'a rien à voir. Regarde-moi ça, là, regarde-moi la cheminée, par exemple, mais c'est fantastique, là, t'avais vraiment l'impression d'être au coin du feu quand on tombait là-dessus. T'avais l'impression de ressentir la chaleur de la pièce. Avec la photo du roi, là, au-dessus, enfin, c'est très beau, les détails et tout, il y a le petit coffre dessus, la petite dague, enfin, il y a plein de choses, et puis, vous voyez, le plastique, là, il y a des petites bûches de bois dessus, c'est pas juste du simple plastique comme ça. Vraiment, il y a une attention toute particulière qui a été portée à ce jeu, et qui a été portée à son matériel en particulier. Vous voyez, même, voilà, on parle de bibliothèque, il y a 2 bibliothèques dans le jeu. Eh bien, les 2 bibliothèques sont différentes, voilà, c'est pas le même design d'une bibliothèque à l'autre. Donc ça, sincèrement, là, on se fout pas de la gueule du consommateur, du client, du joueur, de ce que vous voulez. Alors ici, on a le chevalet, donc, qui était installé dans les pièces de torture. Quand on tombait là-dessus, on frémissait, voilà, on savait que, du coup, derrière, il y allait avoir du monstre, que les monstres de ce donjon ne rigolaient pas trop, hein, parce que, voilà, ils pouvaient nous torturer à tout moment. Mais c'est très beau, hein, voilà, avec la tête de mort dessus, il y a les chaînes, enfin... Le détail, les gars, le détail de ce matériel. Alors ici, on a le pupitre de sorcier, voilà, magnifique également. Alors là, c'est pareil, on a cassé les 2 bouts, là, des bougeoirs, mais bon, c'est pas bien grave, c'est dommage, c'est triste, mais voilà. Le meuble en lui-même est magnifique, c'est très beau, voilà, on y croit, hein, vraiment, avec ce grimoire au milieu, là, c'est le Necronomicon, quoi. Alors, le bureau magnifique, pareil, avec des bouteilles, des potions, il y a des lettres, une plume, enfin, toujours pareil, un crâne et tout, il y a des, je sais pas ce que c'est ça, une balance ou une presse. C'est... moi, franchement, même aujourd'hui encore, hein, je me dis, mais comment ils ont fait, quoi. C'est... vraiment, aujourd'hui encore, c'est fantastique, hein, je veux dire... c'est loin d'être dépassé, hein. C'est très loin d'être dépassé, hein. L'armurerie, alors voilà, l'armurerie, pareil, là, quand on rentrait là-dedans, on se disait, waouh, génial et tout. Et en général, la personne qui trouvait ça se dépêchait de se ruer dessus, voilà, pour voir s'il n'y avait pas une nouvelle arme à récupérer, un nouvel équipement.
pour upgrader son personnage, bien entendu. Mais ouais, ça fait rêver, là, on a l'impression d'être au supermarché, là, de pouvoir choisir... on se dit qu'on va pouvoir choisir une arme et tout. Au début, quand on commence, qu'on connaît pas trop le jeu, quand on est gamin, on dit ah mais attends, moi je veux pas l'épée, je veux la hache et tout machin. Ah non mais tu choisis pas en fait. C'est le maître du jeu qui te dit ce que tu vas récupérer. Alors la tombe, ah magnifique, ça c'est certainement un des plus beaux meubles du jeu. Voilà la tombe. Oh, aïe, tu sens que là t'y es dedans, hein. Franchement, hein, regardez là, le détail de ce bonhomme là, comme ça là, de cette sépulture, et puis le tour, avec les épées, les têtes de mort et tout, les runes magiques. Je vous mets au défi de me dire que c'est moche quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Même aujourd'hui, tu sors un jeu comme ça, ça marche, y a pas de problème. Et voilà, et alors après on a voilà les coffres au trésor, bon voilà, ça c'est pareil en général quand tu vois ça, hop, tu cours pour aller chercher ça, et puis il y a le trône, voilà le trône, et c'est très beau, et là du coup je pense qu'on a fait le tour des meubles. Donc voilà, vous l'avez compris, on a 4 héros qui vont pouvoir se balader dans un donjon, alors bien sûr on peut jouer au quest avec un seul héros, il n'y a pas de souci, mais comme le nombre de monstres n'est pas fonction du nombre de héros présents sur le plateau de jeu, si vous jouez avec un seul héros, ça va être beaucoup plus complexe qu'avec 4, voilà, donc je vous conseillerais pour les parties solo, éventuellement de pratiquer 4 héros en même temps. Alors nous on fait pas ça, hein, avec ma fille, elle a juste son petit barbare là qui se balade dans le donjon, et ça va très bien, mais bon, j'adapte la difficulté. Et donc vous l'avez compris, en face il y a un maître du jeu, bien évidemment, hein, comme dans un jeu de rôle, et donc ce maître du jeu, lui, il est responsable du déroulé de la quête, il va jouer les monstres sur le plateau, il va briefer bien entendu les personnages avant qu'ils démarrent leur partie. Et donc ce maître du jeu là, il se cache derrière ce magnifique paravent là, qui est très très beau. Mais surtout ce qu'il va avoir entre ses mains, c'est le livre de quête. Et le livre de quête, bien entendu, dessus il va y avoir le pitch de départ des aventuriers, mais il va y avoir bien entendu la map avec toutes les dispositions, des monstres, des meubles, les objectifs que vont devoir atteindre nos héros, et c'est vraiment très esthétique, très bien fait, c'est ergonomique. Il y a quelques petites notes, voilà, parce qu'il y a des trésors qui sont définis à l'avance, voilà, il peut y avoir des coffres piégés, ce genre de choses. Et donc voilà, on va avoir tout un livret de quêtes, comme ça pour mener une campagne complète, dès la boîte de base. Alors ici, il y a une quête là que j'aime bien, qui est la délivrance de Sir Ragnar. Et ce Ragnar, c'est un prisonnier qu'on va aller chercher dans un cachot, qu'on va essayer de ramener en vie à l'extérieur du donjon. Et alors, j'ai un souvenir un peu ému de cette quête-là, parce que figurez-vous qu'on l'a pratiqué avec mes deux filles, là, ma grande et ma petite. Et donc la grande jouait le barbare qui allait délivrer sa petite sœur dans le cachot. Et la petite, elle a joué donc le prisonnier qui devait revenir à l'air libre en vie, donc protégé par sa grande sœur, hein, avec sa grande épée là devant. Puis au bout d'un moment, elle en avait un petit peu marre de se balader tranquillou en sifflotant dans les couloirs là, donc du coup je lui ai fait trouver un petit bâton dans le recoin d'un couloir pour qu'elle puisse taper un peu sur les lutins là, et ça lui a beaucoup plu. Donc voilà, des quêtes, on va en avoir je pense une petite douzaine, mais le plus important dans ce livret de quêtes, bien entendu, c'est le centre du livret. Voilà, avec cette page entièrement vide. Et pourquoi est-ce que c'est ça le plus important? Parce que dans HeroQuest, le cœur du truc, c'était de pouvoir créer ses propres quêtes, pouvoir créer ses propres aventures, ses propres scénarios. Et c'est ça qui a amené 80% de l'intérêt d'HeroQuest, quoi. C'était vraiment de pouvoir après construire ces trucs derrière. Donc cette page centrale, là, on en faisait des masses de photocopies, et puis on en faisait des livrets, et puis on inventait nos propres univers, nos propres scénarios. Alors ça tombe bien parce que au fond de ma boîte, voilà, j'en ai quelques-uns, voilà, de l'époque, quand on était gosse, quand on était ado. Voilà, par exemple, le mystère de Crosstown. Alors ça, c'était un truc que j'avais fait, voilà, avec cette magnifique épée, là, avec ce village, là, pris dans les mains du chaos, là, vous voyez, les nuages forment des mains avec des griffes, magnifiques. Je dessinais très très bien à l'époque, voilà, on voit même la petite église là-bas au fond. Et donc là, l'idée c'était qu'il y avait un mystère dans une ville, et qu'il allait falloir le résoudre. Donc voilà, j'avais fait une ville en forme de croix, hein, c'est pour ça que ça s'appelait Crosstown. Et donc qui était composé en fait de 5 plateaux de HeroQuest. Donc là, vous voyez le petit brief de départ, le mystère de Crosstown. Vous êtes Rock le barbare, vous êtes descendant de la famille Rock et né ici à Crosstown. Une petite ville tranquille, du moins jusqu'à il y a 4 ou 5 jours. En effet, il y a moins d'une semaine, l'aspect de la ville a bien changé. On voit désormais beaucoup plus d'orques et de lutins dans les rues et les tavernes. La criminalité qui était auparavant presque inexistante augmente de jour en jour. Voilà, bon, je vous passe le reste. Mais voilà, à l'intérieur, j'avais mis les différents quartiers de la ville, où
où on pouvait enquêter, etc., etc. Voilà, ça c'est un exemple. Après, qu'est-ce que j'avais? Ben regardez, là j'avais les portes de l'enfer, vous voyez. Alors là, je sais que des fois, on enlevait les figurines Medfan qu'il y avait dans la boîte, et puis on changeait avec des figurines genre des G.I. Joe, des trucs comme ça. Et donc là, c'était exactement ça. Les portes de l'enfer, en fait, c'était dans un univers contemporain, voilà, une époque contemporaine. Et donc c'était une espèce de Resident Evil à la sauce maison. Donc voilà, des aventures, on en avait créé tout plein, voilà, Ramur le sorcier du chaos, Idole le maître des ombres, ça c'était mon frère qui avait créé ça, il y avait les mages de la mort. Enfin voilà, je vais pas vous passer tout ce qu'on a créé à l'époque parce que vraiment on y a passé beaucoup de temps. Mais je tenais à ce que vous saisissiez bien l'ampleur d'HeroQuest à l'époque, voilà, c'était vraiment la porte ouverte à la créativité. Et donc quand je vous dis que HeroQuest pouvait changer une vie ludique, pouvait changer une vie tout court, et ben voilà, vous comprenez un petit peu mieux. Car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même. Et alors maintenant que je vous ai présenté, allez on va dire 80% du matériel du jeu, je vais vous montrer un petit peu comment on joue. Alors nos héros commencent de manière générale sur la case de l'escalier, voilà c'est pas toujours le cas. Alors du coup admettons que là le barbare commence, hop il va lancer 2 dés, hein, puisque c'est comme ça qu'il se déplace. Et donc, hop, il va avancer à travers la pièce. Alors du coup, le maître du jeu, lui, va installer, eh bien, ce que le personnage voit donc dans son champ de vision. Donc là, admettons, il y a 3 portes dans cette pièce-là, donc il va en choisir une, hop, il va se balader là-bas, dans les couloirs. Et puis, pareil, il va s'arrêter à chaque fois pour jeter un petit coup d'œil. Le maître du jeu va installer les éléments qu'il voit. Et puis il va continuer à avancer jusqu'à son objectif, hein, tout simplement. Et voilà, admettons que là, hop, le barbare il finit son tour de jeu devant la porte, donc ça veut dire que tout à l'heure, certainement, il y pénétrera. Admettons que le deuxième tour de jeu, eh bien, c'est le nain qui l'effectue, alors il lance ses 2 dés, hop, il avance, hop, il jette un petit coup d'œil. Bien entendu, on laisse le temps au maître du jeu d'installer tout son mobilier, etc. Et puis bon, il va continuer à dépenser, ses points obtenus sur ses dés, ses points de déplacement. Et puis voilà, il va peut-être choisir une nouvelle porte. Alors lorsqu'on traverse une porte fermée, eh bien on la remplace par une porte ouverte. Immersion. C'est bête à dire, mais rien que ça déjà, c'est génial. Et puis bon, ça permet en plus de savoir où est-ce qu'on est pas passé encore. Là, on va dire que par exemple, hop, le nain pénètre à l'intérieur. Alors peut-être qu'à l'intérieur, il va y avoir un meuble, il va y avoir la fameuse sépulture. Peut-être qu'à côté de ce meuble-là, eh bien, il va y avoir un monstre, il va y avoir un squelette, voilà, qui n'est autre que le cadavre de la personne qui a été enterrée là, hein, j'en sais rien. Et donc du coup, peut-être que le nain, s'il lui reste des points de déplacement, et bien il va foncer sur ce squelette pour lui poutrer la gueule. Donc comment se passe un combat? Et bien c'est très simple, le nain, on a vu tout à l'heure qu'il pouvait lancer 2 dés de combat, donc hop, il va les balancer. Et là, il a de la chance, il obtient 2 têtes de mort, ça veut dire qu'il fait 2 touches sur le squelette. Parfait. Tout autre résultat aurait constitué un échec, donc une touche en moins. Et donc le squelette, lui, il va se défendre, et il va se défendre avec 2 dés si mes souvenirs sont bons. Et donc il va essayer de se défendre, et donc pour se défendre, lui, il va falloir qu'il sorte des boucliers noirs, voilà. Alors vous constaterez que mes dés sont relativement abîmés. Voilà, il y a une magnifique tête de mort là, ici, dessinée à la main. Mais voilà, à chaque bouclier noir qu'il va sortir, eh bien il va pouvoir parer une touche du nain. Si jamais ne serait-ce qu'une seule touche passe, eh bien le squelette va mourir, parce que la plupart des monstres, et 99% des monstres dans HeroQuest ne disposent que d'un seul point de corps, en tout cas dans les quêtes de base. Et donc là, le nain il a fini ses actions, hein, parce qu'en fait, un tour de jeu de héros, c'est un déplacement, une action, c'est-à-dire se déplacer et attaquer par exemple, ou attaquer et se déplacer, on le fait dans l'ordre qu'on veut. Mais il y a d'autres actions possibles. Au lieu d'attaquer par exemple, je pourrais fouiller une pièce, et ça je ne peux le faire que s'il n'y a plus de monstres là où je me trouve. Là par exemple c'est le cas, donc ça veut dire qu'au prochain tour de jeu, le nain il pourrait très bien fouiller ici ce meuble. Au niveau des trésors, en fait, soit le maître du jeu a déjà le trésor du meuble mentionné sur son livret de quête, auquel cas, du coup, eh bien, il l'annonce au nain, hein, donc le nain va le marquer sur sa petite fiche de quête, etc. Mais ça peut être des trésors aussi random, c'est-à-dire, voilà, on les pioche au hasard, il y a une pioche trésor, voilà, et ils ne sont pas définis par le livret de quête. Donc, par exemple, on peut tomber, voilà, sur un monstre errant. Alors là, il a pas de chance, par exemple, sur un monstre errant, ça veut dire qu'il y a un monstre qui va fondre sur le nain, voilà, et l'attaquer immédiatement. En général, les monstres errants sont mentionnés dans le livret de quête, donc on sait si ça va être un lutin, un squelette, n'importe quoi qui va sortir dessous cette tombe. Voilà, il peut tomber sur de l'or, il peut tomber sur des potions multiples et variées, là la potion de résistance qui va certainement lui permettre de mieux se défendre. Il va tomber sur des gros trésors, des potions de vitesse, etc. Il y a tout plein de trucs. Des fois il va tomber sur rien du tout aussi, hein, ça peut arriver. Il y a des potions de guérison qui permettent de regagner 4 points de corps. Ici on appelle ça des points de corps d'ailleurs, hein. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas des points de vie, c'est des points de corps dans ce jeu. C'est assez original.
original. On a voilà des pierres précieuses, de l'eau bénite qui peut être utile contre les morts vivants, toujours pareil, de l'or, des bijoux, plein de monstres errants, des potions de force, etc. Enfin il y a plein de trucs. Il peut y avoir aussi des pièges, voilà, qui vont il y a des coffres au trésor qui vont vous péter à la gueule, il y a des trucs qui vont vous envoyer des flèches. Puis il y a aussi des artefacts particuliers, hein, des trésors de quête que l'on appelle. Comme par exemple, voilà, vous le voyez, hein, le dos des cartes est pas le même, donc c'est des artefacts en général très puissants, hein, voilà, là on a le talisman de l'or, le fléau des orques qui permet de poutrer les orques plus facilement, le sceptre du rappel, voilà, qui permet de jeter 2 sortilèges au lieu d'un, voilà, lorsque c'est votre tour de jouer, là ça y va à fond, quand on est l'enchanteur ou l'elfe, l'armure de Borin ou le fer de l'esprit qui attaque plus aisément les morts vivants, me semble-t-il, qu'en plus il est nécessaire pour battre l'un des boss. Alors concernant les points de corps, les points d'esprit, l'or récupéré, l'équipement, etc. Eh bien le personnage, il va pouvoir noter tout ça sur sa feuille de marque, voilà sa petite fiche personnelle. Et elles sont plutôt bien faites d'ailleurs ces petites fiches, hein, voilà avec bon ben les espaces, bon c'est très petit, hein, bien entendu, ça tiendra pas une campagne complète et c'est pour ça que nous on joue pas avec ça, on joue avec de grandes feuilles A4, recto verso, mais voilà au moins c'était très bien fait, voilà il y avait la place pour dessiner son petit blason. Donc en termes d'action, voilà je vous l'ai dit, il y a l'attaque, il y a la fouille, mais on peut aussi chercher d'autres éléments. Par exemple, on peut rechercher des pièges. Et les pièges, c'est bien d'en rechercher de temps en temps, parce que si on ne les recherche pas, eh ben, des fois on tombe dedans. Par exemple, si je prends le tour de l'elfe, là, admettons, eh ben, lui, on va dire qu'il se balade, et puis à un moment donné, dans le couloir, il va marcher sur une case qui sera la mauvaise case. Et donc là, l'elfe va subir des dégâts, et puis après, tous les autres derrière vont devoir sauter par-dessus ce trou s'il gêne vraiment le passage. Bon là c'est pas le cas, on peut passer à côté, mais voilà, il va falloir sauter par-dessus, lancer un dé pour savoir si on tombe dedans, si on perd des points de corps ou pas, enfin voilà, si ça vous bloque un passage, c'est très pénible. Et en termes de pièges, il y a effectivement ces oubliettes, mais il peut y avoir aussi des éboulis de pierre, voilà, qui vont vous tomber dessus. Tout à l'heure on l'a vu, j'ai mis un petit caillou là, mais c'était pour représenter un mur, mais il y a des murs qui peuvent vous tomber littéralement dessus, en fait, vous marchez, hop, ça s'écroule sur vous, et puis il reste le mur sur place. Il peut y avoir des pièges hérissés de lances, des flèches qui sortent de nulle part, enfin bon voilà, il y a tout ce genre de réjouissance. Alors une autre action que l'on peut faire, évidemment, hein, mais bon là le nain, ça n'est pas son cas, c'est de jeter un sort. Donc ça, ben, vous lisez la carte de sort, vous l'utilisez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise un sort, on ne peut plus l'utiliser de toute la partie. Alors déjà, on perd un point d'esprit, hein, l'équivalent des points de corps, mais pour l'intelligence, pour pouvoir sortir des sorts. Donc il faut surtout pas tomber à 0 point d'esprit, d'accord? Donc on est limité en termes de sorts que l'on peut jouer, mais en plus de ça, voilà, la carte qu'on a jouée pendant cette partie-là, on ne peut pas la jouer une deuxième fois. Ça veut dire que voilà, il faut vraiment économiser ces sorts, on ne peut pas sortir 5 feux du courroux, par exemple, qui détruisent un monstre à distance, ça n'est pas possible. Donc voilà, on peut attaquer, on peut lancer des sorts, on peut fouiller donc pour des trésors, on peut essayer de détecter des pièges, et on peut aussi essayer de détecter des portes secrètes. Là, admettons, ben, si le nain décidait de détecter des portes secrètes, peut-être qu'il en trouverait une ici, voilà, et donc à son prochain tour, il va avancer, il va pénétrer dans la pièce, etc., et il va peut-être ici découvrir qu'il y a une grande table avec toute une tablée d'or autour, etc., une porte, voilà. Voilà, et donc lorsque une quête est finie, eh bien on va se reposer tranquillement, voilà, pour les héros qui sont toujours en vie, on va pouvoir récupérer nos points de vie, après on fait comme on veut, hein, c'est pareil, on peut rester si on veut avec les points de vie de la quête précédente, on peut estimer que voilà, il faut peut-être payer pour se guérir entre deux quêtes, ça c'est vous qui voyez, je vous le dis, c'est le genre de jeu avec lequel on fait un petit peu ce qu'on veut. Et ce qu'on va pouvoir faire surtout aussi, c'est dépenser son or dans un magasin, dans une armurerie, pour pouvoir upgrader son personnage. Et donc pour ce faire, voilà, on a des cartes équipement, et donc on va pouvoir acheter par exemple une hachette, une cotte de maille, une dague. Donc voilà, c'est un jeu effectivement qu'on va pratiquer normalement sur plusieurs parties pour pouvoir faire évoluer son personnage, pour pouvoir mener à bien une grande campagne. Et puis vous pouviez aussi à l'époque vous laisser tenter par les extensions, et les extensions il y en avait quand même pas mal. Regardez, j'ai conservé la pub de l'époque, donc là on voit le jeu de base, mais dessous voilà, les sorciers de Morcar, voilà, et ça a l'air magnifique avec tout ce matériel là, avec des sorciers, avec des sortilèges en plus et tout, là pour ceux qui aiment la magie, c'est fantastique ça. Alors moi je l'ai pas celle-là, par contre moi j'ai récupéré entre temps Karagvarn, voilà, sur les nains. Alors évidemment, bien entendu que j'ai investi à l'intérieur, donc dans ces extensions, voilà, vous aviez des figurines en plus, là il y avait 17 figurines en plus, et un livret avec 10 nouvelles quêtes. J'ai récupéré aussi le retour du sorcier, voilà, avec cette magnifique illustration, donc c'est un petit peu le même principe, voilà, mais là on est plus sur du combat contre des morts-vivants, voilà, donc il y avait beaucoup de figurines de morts-vivants à l'intérieur. Alors concernant ces deux extensions que je viens de vous montrer, il y a également des tuiles spécifiques à l'intérieur, qui sont plutôt magnifiques, et regardez cette belle tête de mort là, ça je
pense que ça vient du retour du sorcier, avec il doit y avoir le boss là sur le trône, et puis du coup au sol, bah, il doit y avoir le barbare prisonnier, justement, comme l'illustration, je sais plus trop comment ça fonctionne, mais voilà, il y a des tuiles, voilà, qui sont issues soit de Karakvarn, soit du retour du sorcier là, et qui sont plutôt bien foutus, ma foi. Voilà, ça rajoute énormément, là encore, à l'immersion dans HeroQuest. Et je parlais tout à l'heure de la Compagnie de l'Ombre, avec les nouvelles figurines, les nouvelles quêtes, etc. On peut la considérer comme une extension, hein, dans cette dernière édition d'HeroQuest à l'époque, puisque, voilà, vous le voyez, il y a un livret de quêtes avec, à l'intérieur, un grand manoir que l'on va visiter, on va se balader à l'intérieur, un petit peu à la manière de ce que je vous avais montré tout à l'heure sur ce que moi j'avais créé par rapport à Crosstown, voilà. Puis il y avait l'extension aussi Kit Fortress, voilà, qui permettait de réaliser ses propres quêtes. Bon, sincèrement, après on pouvait les faire de toute manière avec le jeu de base. Et alors ça, c'est que les extensions qui sont sorties en Europe, en France, mais en réalité, chez les anglo-saxons, eh bien, ils ont eu tout un tas d'autres extensions. Il y avait le Elf Quest Pack, il y avait le Ogre Quest Pack, je crois. Enfin, voilà, ils avaient tout plein de trucs en plus. Voilà, donc quoi dire de plus sur HeroQuest? Bah écoutez, moi c'est clair et net que c'est un jeu qui, si vous voulez, a une résonance toute particulière pour moi, parce que voilà, il a fait les très belles heures de mon adolescence, de mon enfance et de mon adolescence. Tout le monde jouait à ça à l'époque. Enfin voilà, je pense que même si vous n'y avez pas joué, vous connaissez le jeu. À l'époque c'était novateur, voilà, ce que je disais, tu vas au supermarché, t'achètes ta boîte d'HeroQuest, il y a des règles simples dedans, tout le monde peut jouer autour de la table, tout le monde peut comprendre ce qui se passe, c'est extrêmement immersif, c'est très qualitatif, voilà, au niveau du matériel, au niveau des scénars, de tout, quoi, en fait, l'ensemble de ce jeu est vraiment très réussi, et là on peut remercier MB à l'époque pour ça. Alors aujourd'hui, que reste-t-il d'HeroQuest? Eh bien entendu, déjà des sentiments émus, hein, pour ceux qui n'y jouent plus, mais je vous le dis, il y a encore une communauté, voilà, qui joue à HeroQuest, il y a encore des gens qui jouent à HeroQuest, il y a encore des gens qui jouent avec leurs enfants à HeroQuest, qui initient les enfants aux jeux de figurines avec ce genre de jeu-là. Moi, c'est mon cas, et je pense que c'est surtout ça qu'il faut pas perdre de vue, si tu veux. Moi, quand j'entends ou quand je vois aujourd'hui que l'on peut critiquer la mécanique d'HeroQuest, oui, je suis d'accord, au regard, si vous voulez, de l'évolution des jeux de société modernes, aujourd'hui, tu ne peux pas jouer que à ça c'est certain. Mais par contre, tu sors ça à ton petit-neveu, ton petit cousin, tes gosses, voilà, pour les initier aux jeux de plateau, aux jeux de figurines, mais... Enfin, je te garantis à 100% que ça fera un carton, et peu importe que les règles soient vraiment minimalistes. Et c'est bien ça qu'il faut garder en tête avec HeroQuest. C'était le but d'HeroQuest à la base, hein. Il n'a pas été commercialisé en disant, voilà, on va vous sortir un gros jeu avec plein de règles, avec plein d'artefacts, plein de trucs, plein de sortilèges, etc. Et le but d'MB, c'était de démocratiser le truc, c'était de dire, on va sortir un jeu simple auquel les enfants, les adolescents vont pouvoir jouer, n'importe qui va pouvoir jouer. Donc c'est même pas une question, en fait, finalement, d'évolution de la mécanique de jeu. De base, le positionnement d'HeroQuest, c'était ça. Et de ce côté-là, comme pour la qualité de son matériel, l'immersion, etc. qu'il procure, bah, HeroQuest, c'est une incroyable réussite. Et si vous attendez quelque chose de plus complexe, bah, c'est que vous vous êtes trompé de jeu, tout simplement. Je veux dire, même à l'époque, HeroQuest, il proposait pas plus que ça. HeroQuest, il a toujours été là pour vous faire tous jouer, et pas faire jouer juste un petit marché de niche, voilà, qui se retrouvait dans les caves le week-end sur des règles hyper complexes. Voilà, si vous attendiez ça, c'est vous êtes trompé de jeu, c'est tout. Mais on y reviendra là-dessus parce que, voilà, je vous l'annonce aujourd'hui, je pense que je vais faire une seconde vidéo sur HeroQuest assez rapidement pour vous parler de ce qui vous brûle les lèvres, hein, voilà, ce qui est dans toutes les têtes aujourd'hui quand on fait une vidéo sur HeroQuest, c'est la fameuse campagne Hasbro, et je pense que je vais vous faire ça assez rapidement, avant que la campagne se termine, voilà, de manière à ce qu'on puisse en parler, voilà, tranquillement. Et comme ça, voilà, ça me permettra de vous dire ce que je pense de cette fameuse campagne, puisque tout le monde a donné son avis sur ça, sur Twitter, partout, donc... si moi je le fais pas, si tu veux, je remplis pas mon rôle. Donc voilà, il y aura une vidéo sur la campagne Hasbro, ça va venir très très prochainement, avant qu'elle soit finie. En attendant, je vous recommande, si vous n'avez jamais joué à HeroQuest, de le pratiquer. Si vous l'avez déjà pratiqué, pratiquez-le à nouveau avec vos enfants, initiez les gens à HeroQuest, c'est vraiment un jeu qu'il faut continuer à faire vivre. En attendant la prochaine vidéo, donc je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.